Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Nous sommes le lundi 20 décembre 2021. Un individu, retenant 2 femmes et armé d'un couteau, tient un quartier du 12e arrondissement de Paris en haleine jusqu'à tôt le lendemain et la libération vers 8h de la dernière otage. Rapidement, les membres de la BRI sont appelés pour intervenir et vont négocier durant 17 heures. De nombreux effectifs ont été mobilisés comme des tireurs d'élite, des démineurs, mais aussi des négociateurs spécialement formés à la gestion de ce type de crise et assistés d'une psychologue. Très vite, la piste terroriste est écartée. L'homme de 56 ans est inconnu des services de renseignement. Pour vous, les opérateurs de la BRI, Yann, Pascal, Jay, Loïc et Franck, intervenus sur cette prise d'otage, vont raconter les coulisses de leur intervention. En fin d'après-midi, la prise d'otage débute. Yann, commandant, chef adjoint de la section opérationnelle, arrive sur les lieux avec ses collègues de la BRI. Un dispositif se met en place. Dès le début, je pars en même temps que les colonnes d'assaut et mon rôle sur une situation de crise, c'est d'assurer la coordination entre les groupes et le relais vis-à-vis des autorités de la brigade. Négociateur de permanence à la BRI, Pascal est prévenu par l'état-major qu'une crise débute dans le 12e arrondissement de Paris. Ce jour-là, j'étais négociateur de permanence, c'est-à-dire que sur la permanence BRI, il y a toujours un négociateur au moins et une psychologue. Et donc là, je pars du service et je suis appelé parce qu'on est informé par notre état-major qu'un individu est retranché avec un couteau dans un commerce et qu'il a des otages. Le rôle de ce négociateur va être crucial pendant les 17 heures, durant lesquelles le forcené restera en communication permanente avec les opérateurs. Quand on arrive, en fait, il est je dirais pas en communication, mais il est visible derrière la vitre du commerce. On récupère son numéro de téléphone, mais on se fait des gestes et on essaye de parler un petit peu, de se présenter rapidement pour qu'il comprenne avec qui maintenant il va communiquer. L'objectif, le premier, c'est déjà de pouvoir avoir un contact avec l'individu. Voilà ce qui est le cas puisqu'il répond dans un premier temps. Ensuite, de se présenter. Et ensuite, c'est de l'écouter. Parce que nous, quand on arrive comme ça sur cette situation, on a peu d'éléments. Celui qui va pouvoir nous en donner le plus, c'est l'individu. Donc, on l'écoute. C'est assez bref dans un premier temps parce qu'il a des demandes assez précises. Et ensuite, il raccroche. Simon Yondet, chef de la BRI, va mettre en place une cellule de crise. C'est le poste de commandement avec les autorités compétentes. Le commandant Loïc aura le rôle de conduire le poste de commandement dans ce dispositif au sein de la cellule de crise. Le chef du poste de commandement aide à la coordination et à la bonne compréhension de la crise pour les différentes spécialistes de la BRI qui interviennent, fait la liaison avec les intervenants police, que sont les primo-intervenants du commissariat, ou les niveaux 2, par exemple la compagnie de sécurisation et d'intervention 75, ou alors la BAC Nuit, et également avec tous les autres intervenants que peuvent être les membres de la mairie lorsqu'on intervient et qu'on a besoin des services de la mairie, ou d'autres intervenants comme la famille et tout ça. C'est généralement le système d'information de la crise. Les premiers éléments remontent dans la cellule de crise. Le forcené est un homme de 56 ans et les 2 otages, 2 femmes, une mère et sa fille, membres de la communauté asiatique. Immédiatement, on s'est d'abord installé dans un premier lieu pour installer le poste de commandement. Comme la crise est montée très vite en puissance, vu le nombre d'intervenants, on s'est repositionné dans un autre lieu où on pouvait accueillir plus de monde. Ça a aussi permis de faire des points de situation, parce qu'à un moment donné, l'ensemble des intervenants BRI ont besoin de se mettre dans un lieu un peu tranquille pour réfléchir à l'organisation de la crise. Et ensuite, c'est aussi d'avoir un tableau de bord de la crise. C'est-à-dire que, notamment, là, vous l'avez compris, c'était avec la communauté asiatique, donc il y avait aussi la barrière de la langue. Donc ça aussi, il y a un moment donné où vous devez être bien au fait et bien expliquer aux personnes qui interviennent. Voilà, on va vous demander ça, vous allez devoir demander ça à la personne qui est à l'intérieur. Et lorsqu'il y a un problème de langue aussi, il faut que ce soit précisément établi. Dans cette rue commerçante, les magasins n'offrent pas de large espace pour intervenir. Le lieu de la prise d'otage est fermé à l'aide d'un rideau métallique. Pour faire face à tout type d'intervention, la BRI va cartographier les lieux de manière minutieuse. Yann, chef adjoint opérationnel, nous explique l'enjeu de cette préparation en amont.
Là, l'enjeu était de se donner les moyens de rentrer rapidement si la situation dégénérait, parce qu'il y avait donc un preneur d'otages avec des otages, et il fallait être en capacité d'intervenir très très vite si la situation dégénérait et qu'ils s'en prenaient aux otages. Et donc pour ça, il faut être capable de rentrer très très rapidement. Pour ce faire, les lieux et la configuration de l'établissement où se déroulait la crise étaient tels que les moyens plus traditionnels d'effraction risquaient de prendre, alors quand je dis trop longtemps, c'est pas trop longtemps, c'est quelques secondes de trop, mais il fallait être sûr qu'on puisse rentrer vite, et là l'idée c'était d'utiliser l'explosif. Des mineurs au sein du laboratoire central de la préfecture de police et détachés au sein de la BRI en tant que dépêcheur d'assaut, Eric nous raconte sa préparation dans le dispositif ainsi que son arrivée sur les lieux de la prise d'otage. Lorsque j'arrive rue d'Aligre, je vais au contact du chef des opérations et on fait un point de situation dans lequel je comprends qu'il y a une charge qui est posée pour les fractions chaudes sur la porte arrière du magasin qui est la salle des remises, et la deuxième charge est posée sur la porte d'entrée principale. Mon rôle sur la rue d'Aligre, c'est déjà je viens en renfort, on est 2 dépêcheurs d'assaut sur cette intervention. La raison est la suivante, c'est que l'opération elle dure dans le temps. Il est décidé dans le plan d'urgence pour l'intervention, si ça se dégrade à l'intérieur au niveau de la crise, en fait, qu'on soit en mesure d'ouvrir par l'explosif les portes de la zone de détention. Si l'effraction chaude est choisie, et une fois que les négociations n'ont pas pu aboutir, le rôle du dépêcheur d'assaut est décisif et technique. L'effraction chaude, c'est pas une science exacte en fait. Donc on a plusieurs problématiques. La première, c'est la certitude d'ouvrir les portes si nécessaire. Et la deuxième, c'est qu'on va faire usage d'explosifs avec du personnel autour, que ce soit les opérateurs ou que ce soit les 2 otages avec l'hostile. Et l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir les portes sans faire de blessés ou occasionner des dégâts collatéraux. Dans la salle de crise, la priorité est donnée à la négociation afin de nouer un lien de confiance avec le forcené. Le chef de la négociation, Pascal, communique avec lui. On va conserver des échanges tout du long avec l'individu pour essayer de créer un rapport, créer ce qui a été fait, je pense, puisqu'il nous rappelait régulièrement, même si les contacts au début sont un peu secs, etc. Au fur et à mesure, on obtient, je crois, la confiance, ce qui est le but de la négociation. La BRI obtient un contact visuel avec le preneur d'otages. Dans cette continuité, il lui sera offert un café ainsi qu'une pizza. L'objectif, humaniser cette relation particulière. Ces demandes, on va les traiter comme on peut, en tout cas pour celles qui sont négociables. Donc il va recevoir des cafés, un peu de nourriture, des cigarettes, donc on va créer un rapport comme ça. Mais sa demande principale qui était de rencontrer le ministre de la Justice, c'est pas une demande qui est acceptable pour nos autorités. Mais bon, ça va prendre un peu de temps avant de lui faire comprendre que ça sera pas possible. Après 5 heures de prise d'otage, le travail soigné de la BRI va payer. Le forcené accepte de libérer une otage. Mais la mère et la fille refusent d'être séparées. Dans la salle de crise, on s'attelle à les convaincre qu'une des 2 doit sortir. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a les 2 otages, en fait, elles veulent bien sortir, mais elles veulent sortir ensemble, et il faut un choix sur qui va sortir. Le fait de sortir une otage est une phase importante dans la négociation. Pour cela, le gendre de la mère va communiquer avec elle via son téléphone. Le preneur d'otage ignore cette conversation. Devant le commerce, le commandant G, chef de colonne, maintient son groupe tactique à l'affût si une intervention doit avoir lieu, toujours en lien avec la cellule de crise. Nous, en tant que groupe tactique, il y avait 2 groupes. Il y avait un groupe qui était engagé sur la porte du fond, le mien qui était engagé sur la façade, et le tout s'articulait sous l'autorité du chef opérationnel. Donc nous, on rendait compte un petit peu de ce qui se passait devant. Derrière, ça communiquait. Il y avait une articulation également avec les négociateurs. Et ensuite, le chef validait les options tactiques qui pouvaient être retenues. J'avais en charge la façade, donc la problématique du rideau métallique. Donc très vite, ce qui a été retenu, c'est d'essayer de soulever un petit peu le rideau métallique à l'aide de vérins hydrauliques, de manière à pouvoir mettre en place un plan d'action d'urgence si jamais le preneur d'otages commençait à s'en prendre justement aux otages, couplé à l'utilisation également d'un explosif de manière à pouvoir ouvrir la porte rapidement si un assaut d'urgence avait été nécessaire. Après 1 heure de dialogue par messagerie avec la mère de famille, la prise d'otage va basculer. Elle accepte de sortir pour débloquer la situation. Mais sa fille est restée à l'intérieur. Donc c'est ce premier moment, c'est-à-dire que
la négociation arrive à obtenir une des 2 otages qui sort. Et nous, on l'a récupérée d'abord parce qu'il fallait un endroit un peu à l'abri pour qu'elle soit vue par un médecin et qu'on commence à la débriefer. Nous, on avait aussi des membres de la famille qui étaient avec nous dans une salle à côté. Donc, on préparait, il a fallu la préparer aussi et préparer la famille pour qu'ils se retrouvent. Parce que vous en doutez, les membres de sa famille sont tous en pleurs et l'attendent. Mais ça ne doit pas trop monter en émotion parce qu'on aura besoin d'elle. Dans ce genre de contexte délicat, la priorisation est donnée au sens du collectif. Chaque agent connaît la partition qu'il doit respecter. Les décisions choisies par le chef de la BRI sont prises avec les remontées du terrain de ses agents. La BRI est restée soudée autour d'une communication bien huilée. Le commandant Yann revient sur ces séquences. Alors entre les équipes, les opérateurs eux-mêmes au sein des colonnes et avec leur chef de groupe communiquent le plus souvent par geste. Ils ont une gestuelle très codifiée qui leur permet de communiquer sur tous les éléments importants qu'ils ont à faire passer. Pour ma part, c'est moins dans la gestuelle parce que je suis un tout petit peu en retrait par rapport aux colonnes d'assaut. Et moi, c'est un langage radio, alors avec des codifications bien sûr, mais je m'exprime par radio autant avec les chefs de groupe qu'après avec les autorités de la brigade. Eric, dépiégeur d'assaut, regroupe les informations récoltées si une effraction chaude est prononcée sur les ondes. Déjà, on prend les consignes auprès du chef des opérations qui est Yann et le patron de la BRI. À savoir que l'effraction chaude, c'est pas nous qui décidons de la mettre en œuvre, mais ça fait partie du plan d'action. Et ensuite, on a des procédures pour la mise en place de la fixation des charges sur les obstacles, donc sur les portes. Et toute cette procédure doit se faire dans la plus grande discrétion, donc ça se fait par gestuelle principalement. Et puis, si besoin, par communication radio au sein du groupe. La prise d'otage dure depuis maintenant 15 heures. Le forcené commence à fatiguer. En communication constante, la BRI espère toujours une fin positive. Le matin, là, il commence à être un peu fatigué. Le préfet de police est sur place. M. Riondec, qui est le chef de la BRI, propose au préfet d'entrer en contact avec l'individu. Chef de colonne, le commandant J assiste au dénouement heureux. C'est le petit matin, après avoir passé 16 heures en attente devant cette devanture. Suite à des négociations, le preneur d'otage est sorti en tenant un otage à la main. Donc là, l'enjeu pour nous, c'est d'éviter, qu'il s'en prenne toujours à l'otage, qu'il a toujours sous son contrôle puisqu'il la tient, et 2, à ce qu'il rentre de nouveau dans la boutique et que ça recommence, que la situation reprenne de plus belle. Donc là, on a dû physiquement intervenir afin de séparer l'otage du preneur d'otage et de neutraliser celui-ci pour mettre fin à cette prise d'otage. Le chef du poste de commandement revient également sur cette prise d'otage d'une durée record, 17 heures. L'émotion de la famille rend les agents de la BRI fiers du travail accompli. Lors de la fin, parce que ça dure, vous l'avez compris, un certain nombre d'heures, donc lorsque on sait qu'on va aboutir, c'est les dernières minutes qui sont assez fortes parce qu'on sait que ça va finir, on pense que ça va finir, mais on veut que ça finisse dans les meilleures conditions possibles. C'est au petit matin, entre chien et loup, c'est très 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 particulier ça, et c'est surtout que juste après, il y a l'émotion de la famille, et ça c'est quelque chose qui nous paye de tous les efforts dans la nuit et dans les jours précédents et dans les entraînements précédents qui ont eu lieu. Ainsi s'achève notre série consacrée à la BRI. Merci au chef de la brigade de recherche et d'intervention, le commissaire Simon Riondec, de nous avoir ouvert les portes de cette unité d'élite. Merci aux opérateurs, ces policiers de l'ombre qui ont accepté par leur voix de nous exposer leur mission au sein de l'Antigang. A bientôt pour de nouveaux podcasts avec les voix de l'APP. Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.